sommaire de cette édition en Libye, des habitants de Tripoli ont célébré le retrait des forces du maréchal Khalifa Haftar dans l'ouest. Une partie des commerces a commencé à rouvrir ce dimanche en Algérie dans le cadre de l'assouplissement des mesures prises pour lutter contre le nouveau coronavirus. Et puis l'Economic Fighters League, un mouvement nkrumahiste radical au Ghana a organisé une veille à Accra en solidarité avec les manifestants américains après la mort de George Floyd. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par le Sénégal où l'ex-président tchadien Hissène Habré retourne en prison après avoir purgé 60 jours de sa peine à domicile. Il avait été autorisé à quitter momentanément la maison carcérale pour cause de coronavirus. Hissène Habré, à nouveau derrière les barreaux. L'ancien président du Tchad, en exil au Sénégal depuis les années 90, retourne en prison après l'expiration d'une autorisation de sortie de 60 jours, une liberté sous surveillance dans sa résidence dakaroise accordée en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19. La nouvelle a été confirmée par son épouse Fatima Raymond Habré. C'est tout à fait vrai, le retour en prison de Hissène Habré, a-t-elle déclaré. La permission de sortie de 60 jours a pris fin samedi. Il y a quelques jours, une démarche de renouvellement de cette permission a été initiée par nos avocats auprès des juges d'application des peines. Mais elle s'y est opposée en évoquant deux raisons. Premièrement, il faut que le président Hissène Habré réintègre la prison avant de demander un renouvellement d'une autre permission. Deuxièmement, il ne pourrait procéder à la demande de la dite permission qu'après un mois en prison. Autrement, il faudrait attendre le 6 juillet prochain pour refaire une demande, a-t-elle conclu. Le 30 mai 2016, Hissène Habré a été condamné par les chambres africaines extraordinaires mises en place par l'Union africaine à la prison à perpétuité pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, notamment pour des faits de violence sexuelle et viol. En sus, il doit allouer un montant de 82 milliards de francs CFA à 7 396 victimes identifiées. Il a été condamné en appel en 2017 à la prison à perpétuité à Dakar par les chambres africaines extraordinaires pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité durant son régime au Tchad entre 1982 et 1990. À Tripoli, des Libyens ont célébré ce dimanche la fin des combats dans la capitale. Les forces du gouvernement d'union nationale, après avoir repris le contrôle de tout l'ouest libyen, ont dû ralentir leur avancée sur Sirte, verrou stratégique en direction de l'est, et des plus importantes installations pétrolières du pays, toujours aux mains du maréchal Khalifa Haftar. Des habitants de la capitale libyenne Tripoli organisent des célébrations après la reprise de contrôle par les forces du gouvernement d'union de l'ensemble de l'ouest du pays, infligeant ainsi une défaite cinglante aux troupes rivales du maréchal Khalifa Haftar, chassés de leur dernier fief dans cette région. Ils célèbrent les victoires à Tripoli. Les enfants sont ici et il y a beaucoup de monde. Malgré tout, nous avons persisté et remporté la victoire et nous continuerons à le faire. Nous allons nettoyer la Libye de tous ceux qui s'opposent à un état civil que nous devons laisser aux générations futures et ne pas commettre la même erreur. Lorsque quelqu'un perd, il essaie de s'absoudre. Donc, il ne sera pas tenu responsable. Lors des réunions de Berlin et de Moscou, et quand il y a eu une initiative de cesser le feu, pourquoi Khalifa Haftar n'a-t-il pas signé? Il signe après avoir perdu la guerre. Il n'a pas perdu une bataille, mais la guerre. Il veut gouverner la Libye de toutes les manières possibles et devenir un deuxième Muammar Kadhafi. Khalifa Haftar fait maintenant une initiative et veut tenir des discussions alors que c'est fini et qu'il n'a plus de pouvoir. La Libye restera et la grande victoire sera obtenue dans toute la Libye, dans la volonté de Dieu. Plus de 16 000 Libyens ont été déplacés lors des derniers combats qui ont vu les forces du gouvernement d'union reprendre le contrôle de tout l'ouest du pays aux dépens des forces du maréchal Haftar.
C'est ce qu'a indiqué ce dimanche la mission des Nations Unies. Je le disais en titre, une partie des commerces commence à rouvrir en Algérie dans le cadre de l'assouplissement des mesures prises pour lutter contre le nouveau coronavirus. En ce qui concerne le confinement partiel, il reste en vigueur dans la majeure partie du pays jusqu'au 13 juin prochain. La feuille de route du gouvernement algérien dévoilée jeudi dernier prévoit une opération de déconfinement progressive, flexible et adaptée à la situation épidémiologique avec une reprise d'une partie des activités commerciales. Sont notamment autorisées à ouvrir les agences de voyage, les agences immobilières, les entreprises du secteur BTP, les galeries d'art, les boutiques de sport, de jeux et de jouets, ainsi que les pâtisseries. Par contre, tous les commerçants sont tenus de respecter de strictes mesures de prévention. C'est une très bonne nouvelle. Bien sûr, après le confinement de 2 mois, on est resté à la maison quand même de 2 mois, sans faire du sport, sans rien. Du coup, on est très contents. La seconde phase du plan de déconfinement qui doit débuter le 14 juin prochain concernera d'autres activités comme les déplacements en taxi ainsi que la restauration. Fin mai, le gouvernement a reconduit le confinement partiel à domicile jusqu'au 13 juin prochain dans 44 des 48 préfectures d'Algérie et l'a totalement levé dans les 4 autres préfectures, dont 3 dans l'extrême sud désertique du pays. Les mesures de confinement se traduisent par un couvre-feu de 17h à 7h, soit 16h à 6h GMT dans les 16 préfectures les plus touchées, dont Alger et Oran, et de 19h à 7h dans les autres. La fermeture des établissements scolaires et universitaires, des stades, des mosquées et des salles de fête reste en vigueur. Selon le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus, 10 050 cas de contamination ont été officiellement recensés en Algérie, dont 698 décès depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février dernier. Après la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué lors de son arrestation à Minneapolis aux États-Unis, l'Economic Fighters League, un mouvement nkrumahiste radical au Ghana, a organisé une veille à Accra en solidarité avec les manifestations américaines. La veille s'est ensuite transformée en manifestation après l'arrestation par la police d'Ernesto Yeboah, leader de l'Economic Fighters League. I can't breathe. 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 The law says that if you are going to organize such an event, you need to... La loi stipule que si vous organisez un tel événement, vous devez en informer la police dans les 5 jours. C'est ce que nous avons fait. Et puis, la police est venue nous dire qu'elle n'était pas au courant et que ses supérieurs hiérarchiques lui avaient demandé de nous arrêter. Ils ont donc arrêté notre chef, Ernesto Yeboah. Et nous sommes tous venus ici. S'ils veulent l'arrêter, ils doivent aussi nous arrêter tous. Parce que nous n'irons nulle part tant qu'il ne sera pas libéré. Keep all of us, because we are not going anywhere until he's released. This justice is not just for George Floyd, but... Cette justice n'est pas seulement pour George Floyd, mais aussi pour les filles Tadi, pour Armo, pour tous les gens que la police a brutalisés dans ce pays. Ailleurs en Afrique, ailleurs dans le monde, partout où vous allez. La justice quelque part, la justice partout. C'est pour cela que nous pleurons. Parlant de la mort de George Floyd, elle continue de faire des émules. Ce week-end, les manifestations de protestation contre le racisme et la violence policière ont eu lieu au-delà des États-Unis. L'Europe a singulièrement été mobilisée. De Bristol à Budapest, en passant par Madrid et Rome, des dizaines de milliers d'Européens ont rejoint dimanche des manifestations contre le racisme, prolongeant ainsi la vague de protestations déclenchée aux États-Unis par la mort du noir américain George Floyd, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis. Quelques 3000 personnes, selon la préfecture de Madrid, se sont rassemblées à la mi-journée devant l'ambassade des États-Unis à Madrid, dénonçant la mort de George Floyd. À Rome, une manifestation imprévue a réuni sur la vaste Piazza del Popolo des milliers de jeunes qui se sont agenouillés en silence, le poing levé pendant 9 minutes, le temps durant lequel le policier Derek Chauvin a appuyé son genou sur le cou de George Floyd jusqu'à sa mort. En se relevant, ils ont crié « Je ne peux pas respirer ». Bravant l'interdiction des autorités, des milliers de Britanniques ont manifesté à Londres pour la 2e journée consécutive, mais aussi dans d'autres villes du Royaume-Uni, notamment à Bristol.
Dans cette ville du sud-ouest de l'Angleterre au passé esclavagiste, une statue du négrier Edward Colston a été déboulonnée puis piétinée par les manifestants une fois tombée au sol. La veille à Londres, une manifestation pacifique de milliers de personnes s'était terminée par des échauffourées. La police a dû charger pour disperser des protestataires qui leur lançaient des bouteilles et des jets de pierre. Même constat à Bruxelles, où des affrontements ont opposé dimanche des casseurs à la police à la fin d'une importante manifestation contre le racisme et les violences policières à laquelle ont participé près de 10 000 personnes. Ce journal se poursuit et on passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique au Mali. L'imam Mahmoud Dicko a tenu parole. Des Maliens se sont retrouvés vendredi à la place de l'indépendance de Bamako. Le pays croit savoir que c'est le jour de la vérité. L'imam a appelé à l'occasion Ibeka à la démission. Info 7 se demande si le sort du régime se jouerait à partir de ce vendredi à la place de l'indépendance. Le républicain d'afficher à son tour grand rassemblement à Bamako contre la mauvaise gouvernance. Les manifestants exigent la démission du président Ibeka et celle de son régime. En Côte d'Ivoire, la situation de Laurent Gbagbo focalise toutes les attentions. Innocenté, acquitté, libéré depuis le 28 mai, écrit la voix originale. FPI, ONU, CPI et France, tous préparent le retour de Gbagbo. Le nouveau courrier croit savoir que Gbagbo n'a pas besoin d'autorisation pour rentrer en Côte d'Ivoire, rapportant les propos de Assoa Adou. Le quotidien d'Abidjan note que tout s'accélère pour le retour du Houdi à Abidjan. En attendant que Gbagbo ne rentre sur le terrain, ça travaille pour le 31 octobre, convention d'investiture, écrit le nouveau Réveil. Le PDC-IRDA lance l'appel à candidature. Au Cameroun, le soir Triebdo note une main basse sur le plan de relance des filières cacao-café, une attitude qui contraste avec la situation économique actuelle du pays. En effet, contexte économique, écrit l'Economy Report, la loi de finances 2020 est en mode Covid-19. Elle a été modifiée puis complétée par ordonnance du président Paul Biya. Finances publiques, écrit défis actuels. Ce qui va changer après Covid-19 est proposé par le Canard. En attendant, le flou persiste quant à la disparition en détention du journaliste Samuel Ouazizi. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.